Et voilà. Et du coup, je vous propose de commencer tranquillement. Et Aurélie, je te laisse la parole et peut-être te présenter en premier lieu. Merci Cécilia. Je suis Aurélie Lazare-Charmetan. Je travaille au CEID Addiction, qui est une association médico-sociale qui intervient en Nouvelle-Aquitaine sur le large champ des addictions et de l'accompagnement des consommations. Pour ma part, j'ai plusieurs casquettes. Et c'est depuis ces casquettes particulières que je vais m'exprimer aujourd'hui devant vous. Une partie de mon temps consiste à accompagner des patients qui ont comme volonté de transformer leur façon de consommer ou parfois d'arrêter complètement leur consommation. J'ai une spécialité autour de l'accompagnement de personnes qui pratiquent le chemsex. Donc, on pourra y revenir si vous avez des questions particulières là-dessus. Par ailleurs, je coordonne un laboratoire Non, non, d'analyse de j'arrivais pas. drogue à visée de réduction des risques. C'est-à-dire que nous mettons à disposition des acteurs de l'addictologie et des usagers la possibilité d'analyser les drogues qu'ils vont consommer soit en nous les envoyant par voie postale. On a un large réseau de collecteurs qui travaillent dans des centres de soins similaires aux miens et qui récupèrent des échantillons et qui vont nous les envoyer de façon à ce qu'on puisse expliquer aux personnes qui vont consommer ce qu'elles vont consommer, quelle est la teneur en principe actif des produits qu'ils vont consommer. Et surtout, ça permet de rentrer en contact avec les personnes, de leur apporter une information qu'ils n'ont pas, puisque c'est des produits qui sont manufacturés par des mafias. Donc, la question de la qualité, la question même de la présence du produit, bien entendu, et des fois ben, c'est pas le bon produit. Donc, avoir accès à cette information, c'est important. Et ça permet aussi de faire du lien avec des usagers qui sont complètement hors du circuit de soins et qui jamais dans leur vie n'ont idée de passer la porte de structures de soins comme la nôtre. Par ailleurs, je participe aussi à un dispositif qui est un dispositif de veille sanitaire, où là, toutes nos structures ont une obligation de surveiller en temps réel les produits qui sont en circulation sur notre territoire. Et donc, je coordonne ce dispositif pour la Nouvelle-Aquitaine. Tout ça pour vous dire que moi, j'interviens selon une approche dite de réduction des risques et on va y revenir durant ce petit temps qu'on va passer ensemble. Et c'est cette approche particulière qui guide mon intervention dans le domaine des addictions et la prise en charge des personnes qui ont des conduites addictives. Donc, avec Cécilia, on a décidé de s'organiser euh, autour d'un petit temps sur les bases en addictologie, qu'on ait un petit vocabulaire commun. Ensuite, de discuter un peu sur ce que c'est la réduction des risques et des dommages, la RDRD. Ensuite, de parler de quelques substances en particulier. Alors, vous allez voir, des substances, il y en a beaucoup, puisque le le vaste champ des drogues s'est transformé de manière absolument radicale ces dernières années. Donc pendant quelques temps, il y a même encore une quinzaine d'années, on avait quelques substances phares, on va dire l'héroïne, la cocaïne, le LSD, la MDMA, et on faisait à peu près toujours des prises en charge pour des personnes qui avaient des problèmes, des troubles de l'usage liés à l'usage de ces produits-là. Maintenant, ça s'est largement transformé. On a beaucoup plus de produits, une possibilité par un design de molécules, on en parlera, pour les fabricants dès qu'une molécule est classée stupéfiante, de fabriquer une sorte de cousine qui, elle, échappe à la réglementation sur les stupéfiants pour la mettre sur le marché. Donc, on est un peu dans une course à la création de molécules et on a à disposition, du fait de la transformation des circuits de diffusion des drogues, une multitude de molécules sur le marché des substances et ça vient transformer aussi les choses. Donc là, on a fait le choix de se centrer que sur certaines molécules. Et puis, on fera un petit focus sur le fait de performer sous produit en parlant justement rapidement du chemsex, en parlant des personnes qui peuvent consommer aussi en milieu professionnel pour performer ou pour pouvoir supporter les situations de travail. Et puis aussi tout ce qui est injection de stéroïdes, même si ce n'est pas des produits psychoactifs, c'est important aussi comme information. Et puis ce qu'on vous demande, c'est d'échanger avec nous un peu tout au long de l'intervention, de façon à ce que ce soit un peu plus vivant, que je ne sois pas là à parler un peu dans le vide. Je vois la tête de certains et certaines, mais
c'est pas toujours très évident et très confortable puisque je vous ai pas en face. Voilà, donc surtout n'hésitez pas à poser des questions. C'est vraiment avec plaisir. J'aime bien presque plus répondre aux questions que vous faire passer mon diaporama. Donc, on va commencer par un petit. Alors là, c'est représenté en rond, mais on a l'habitude de penser la question de l'impact des substances sur un individu euh, selon trois axes. C'est-à-dire que lorsqu'on s'intéresse à une personne qui présente une addiction, un trouble de l'usage, on pourra revenir sur ces définitions-là, on va en premier lieu le faire parler et pour identifier les facteurs dits individuels, c'est-à-dire est-ce que dans la famille, un des parents, un des oncles, une tante avait des difficultés avec les produits, parce que l'impact génétique dans les addictions, c'est une réalité, donc il faut en tenir compte. Et puis, on va interroger de la même manière tout ce qui peut être événement de vie, tous les troubles psychiatriques et, point très important, l'âge de début de consommation. C'est-à-dire qu'une personne qui a découvert le cannabis à l'âge de 12 ans n'a absolument pas la même vulnérabilité qu'une personne qui a commencé le cannabis à l'âge de 25 ans. On sait par exemple que le cannabis a un impact important sur les cerveaux en construction. Donc, on sait que le cerveau humain devient mature approximativement entre 22 et 25 ans. Et justement, l'âge de rencontre avec le produit est prédictif d'une vulnérabilité. Donc, on va tenir compte de tous ces facteurs individuels qui font que, bah, effectivement, avec un même produit, deux mêmes individus qui vont découvrir le produit au même âge ne vont pas réagir de la même manière dans leur vie et pour certains vont devenir dépendants ou addicts, ça dépend comment on parle, et pour d'autres, ce sera juste une passade, un moment de leur vie où la consommation sera importante, mais ne deviendra pas un élément clé de leur vie. Ensuite, effectivement, Une il y a... question. Oui, Est-ce qu'on récupère le diaporama à la fin? oui, Bon, c'est pour savoir s'il faut que je prenne des notes ou si je non, peux juste me concentrer. pas de problème, Merci. avec plaisir. Et donc ça, c'est le I, l'individu, toutes ces spécificités de l'individu. Et puis aussi, effectivement, il y a le produit. Donc, il faut en tenir compte, hein, il est nécessaire d'interroger sur le produit. On verra que les difficultés qu'on a à l'heure actuelle, c'est qu'il y a peu d'individus qui consomment un seul produit. En fait, à partir du moment où on commence à consommer un joint, par exemple, on a un mélange cannabis et tabac. Donc, on est déjà en polyconsommation, on n'a déjà plus qu'un seul produit. Et il faut tenir compte de tous les produits qui vont être consommés. Donc, effectivement, on va avoir des produits qui peuvent avoir une action en aigu, c'est-à-dire au moment où on le prend, on a des risques spécifiques, mais on a aussi des produits, et des fois les mêmes, qui vont avoir, par exemple, une action, mais à plus long terme. Donc, on a besoin de vraiment comprendre et de savoir comment fonctionne le produit sur l'être humain. Et puis aussi, on a un troisième élément, c'est le petit e, c'est le facteur environnement. C'est-à-dire que le produit, c'est hautement politique en fait un produit. Il y a des produits, c'est très facile d'y accéder. Il y a des produits, donc on va prendre l'exemple de l'alcool. C'est plus facile d'accéder à une bouteille d'alcool qu'à un gramme de cocaïne. Effectivement, euh, si c'est d'un pays où il y a une substance qui est fortement valorisée ou à contrario, un pays où une autre substance est très défavorable, peut présenter de façon favorable, ça va avoir une influence. Et puis aussi, la place de ce produit dans la famille. Si on reprend l'exemple de l'alcool, une famille où il y a régulièrement de l'alcool qui est visible pour les enfants, il y a une intégration d'une représentation liée à l'alcool qui peut modifier la perception que l'enfant, en grandissant, va avoir sur cette substance-là. Et du coup, est-ce qu'il y a un impact de l'hérédité justement Oui, sur... ouais, ouais. La génétique est très importante sur la question des drogues. Très, très importante. Euh, il y a un impact, cependant, ça ne détermine pas complètement. Mais nous, dans nos interrogatoires, dans les premiers entretiens, c'est vraiment une question qu'on pose systématiquement. À la fois les parents, mais dans la famille. Mm. Effectivement, ça a un impact important. Ça ne détermine pas, hein. Il y a ce qu'on appelle l'épigénétique qui vient jouer aussi. Mais
Oui, indéniablement, c'est un rôle. Donc, lorsqu'on s'intéresse à, je reviens sur cette première idée, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que deux personnes qui vont, à l'âge par exemple de 15 ans, s'initier au même produit dans un même contexte, une va perdurer dans son usage et peut-être à un moment perdre le contrôle de son usage, et l'autre personne qui a été exposée de la même manière au même produit va, quant à elle, va consommer pendant un moment et pas perdurer dans l'usage, ben justement, il y a nécessité de prendre en compte ces trois facteurs-là qu'on appelle produits, facteurs individuels, l'individu et la spécificité de l'individu, et les facteurs environnementaux. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre l'addiction et la dépendance, en s'intéressant à ces plusieurs facteurs qui sont imbriqués et qu'il est nécessaire d'interroger si on est de avoir une lecture ou essayer de comprendre les mécanismes qui sous-tendent la consommation. Ensuite, on avait trouvé aussi important, bon, on aime bien mettre les gens dans des catégories. Donc, quand on a un patient, on essaie de le mettre, se dire, bon, est-ce que il est très addict ou un peu moins addict? Alors, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On a en psychiatrie deux façons de classer. Alors, on est bien d'accord que c'est des indicateurs, hein. Après, on ne s'y fie pas exactement, mais ça permet de comprendre un certain nombre de choses. Pendant longtemps, on a été sur une approche catégorielle, c'est-à-dire qu'on pensait que, en fonction de l'interrogatoire qu'on menait auprès des patients, on pouvait avoir une consommation non pathologique, c'est-à-dire, par exemple, je vais fumer une cigarette lorsque je suis en soirée avec des amis, et puis le reste de la semaine ou pendant un mois, je ne consomme pas. Donc, je considère que j'ai une consommation qui peut avoir des effets en aigu, mais avec laquelle j'arrive à rester quand même sous contrôle. Ensuite, on avait un deuxième niveau, donc sur une pyramide, on va dire que plus on montait dans le haut de la pyramide, plus on allait vers la dépendance et la perte de contrôle. On a vu un niveau un peu intermédiaire qui est ce qu'on appelle l'abus ou l'usage nocif en fonction des différentes catégories qu'on avait. Et dans cette approche-là, ben, on avait déjà, par exemple, un conjoint qui avait signalé que la consommation impactait la vie de la personne. On avait un patron qui pouvait avoir fait remarquer que ces derniers temps, la personne arrivait plus en retard. Donc, on avait déjà quelques faisceaux et quelques éléments. On voyait que la personne pouvait déjà être un petit peu impactée, même si pour la personne, elle était encore dans une forme de contrôle. Et puis, on avait le principe de la dépendance où justement, là, il y avait une impossibilité à ne pas consommer malgré le fait que des effets négatifs pouvaient apparaître. Les choses ont évolué et là, on est dans ce qu'on appelle une approche dimensionnelle. C'est ce qu'on appelle le DSM-5. C'est-à-dire qu'on va voir l'addiction comme un continuum. C'est-à-dire que la personne peut glisser d'une consommation pathologique à une consommation à risque, à une addiction sévère, à une addiction modérée, voire une addiction légère, modérée, sévère, et voir ça comme un continuum, mais aussi avec la possibilité de repartir. On n'est pas bloqué dans une catégorie. Ça peut évoluer, évidemment, vers une perte du contrôle de l'usage qui est de plus en plus marquée, hein. On passe de léger à modéré à sévère, mais on peut, avec des stratégies d'intervention, essayer de redescendre dans des catégories où la consommation pose moins de soucis. Donc, on est plutôt dans ce type d'intervention où on va essayer d'abord d'identifier approximativement où la personne se situe et lui expliquer, nous, d'après ce qu'elle nous a expliqué, où c'est qu'on l'imagine dans cette progression vers une addiction sévère, et essayer, en mettant en place un certain nombre de stratégies, de lui permettre de récupérer de la plasticité et de pouvoir un peu récupérer le contrôle dans sa consommation.
Et ça, c'est des choses qui sont assez efficaces. Donc, on est plutôt dans cette approche. Ce qui nous intéresse là, je le répète, c'est vraiment d'avoir une approche euh, vraiment en termes de progression et avoir toujours à l'esprit qu'on peut revenir en arrière, que le cerveau, il est plastique. C'est pas parce qu'à un moment, on a une perte du contrôle de son usage qu'on va nécessairement rester dans ce fonctionnement, sauf que le cerveau, il a appris à fonctionner avec les produits, ça l'a stabilisé, et maintenant, il faut lui désapprendre à fonctionner avec le produit. Et ça demande une sorte d'entraînement, enfin de désentraînement à vivre avec le produit. Et du coup, est-ce qu'on peut être en situation d'addiction et de forte dépendance et redescendre, mais continuer en fait à consommer, mais en étant un consommateur non pathologique, typiquement avec l'alcool? Est-ce que Ouais. je peux passer d'une addiction sévère à je bois juste un verre de vin de temps en temps? Est-ce que ça, c'est possible aussi? Alors, pour des addictions sévères, c'est toujours difficile. La question étant, en fait, on commence à consommer du produit. Donc, on habitue le cerveau à fonctionner avec ce produit-là. Lorsqu'on l'enlève, ça désorganise fortement. Donc, il faut apprendre à de nouveau fonctionner sans le produit. Et là, ce temps-là est très long. Quand on interroge, en général, les gens n'ont pas basculé, sauf exception, hein, ça peut arriver, n'ont pas basculé comme ça du jour au lendemain dans la consommation. C'est quelque chose qui s'est installé dans le temps. Donc pour certains, ils viennent nous voir, ils sont consommateurs depuis une dizaine d'années. Hmm. Donc effectivement, revenir à une consommation non pathologique, ça va se prendre énormément de temps. Donc effectivement, il y a des gens qui vont faire le choix d'arrêter complètement et pour se retester fortement à distance pour voir s'ils sont encore capables de fonctionner sans le produit. Pour d'autres, ça fait trop peur. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à s'extraire de leur consommation de produits. Donc la stratégie qu'ils emploient, c'est de ne plus jamais retourner vers la substance. Mais de certains modèles qu'on peut avoir, pour certains individus, il y a vraiment une possibilité de redescendre dans les dimensions avec moins d'impact, et pour d'autres, c'est compliqué. Par contre, ce qu'on voit clairement, c'est qu'on peut avoir une forte consommation. Enfin, moi, je le vois notamment dans mes prises en charge de chemsexeurs, enfin, de personnes qui pratiquent le chemsex. Euh, C'est-à-dire j'ai des personnes qui, à un moment, par exemple, peuvent être injectrices et vraiment être dans des moments de forte consommation. Et avec un travail régulier, en addicto, notamment, mais pas que. Il faut aussi une psychothérapie et une prise en charge qu'on appelle biopsychosociale, c'est-à-dire qu'on va attaquer par tous les angles pour essayer de stabiliser la vie de la personne. On voit vraiment des changements majeurs et des gens qui reprennent leur vie normalement et qui vont, par exemple, faire de temps en temps un petit, ils appellent ça craquage en général, mais vraiment sans un impact majeur sur leur vie. Ok. Alors, ça, c'est justement toujours ces fameux critères DSM-5. Donc, on va passer quand même. Alors, hop, je vais faire un truc là. Voilà. Donc, là, on considère que l'addiction à une substance est un mode d'utilisation inadapté d'une substance qui conduit à une altération du fonctionnement ou à une souffrance qui est cliniquement significative et qui est caractérisée par la présence de deux ou plus des manifestations suivantes à un moment quelconque d'une période continue de 12 mois. Et ça, c'est quelque chose d'important. On va le voir plus tard, la notion d'une durée assez longue. Parce qu'on peut avoir des personnes qui vont perdre le contrôle et donner l'impression qu'ils sont dans une addiction sévère. Mais en fait, c'est sur des toutes petites périodes. Et on ne met pas du tout en place les mêmes stratégies de prise en charge à ce moment-là. Donc, de ce que peuvent nous décrire les personnes, c'est qu'effectivement, la substance, elle a souvent été prise en quantité plus importante ou pendant une période
plus prolongée que prévu. C'est-à-dire qu'on pensait aller boire un verre au bar, on s'était dit, bon, mon budget, c'est un budget de 4 verres, et puis la personne se retrouve à être à 6, à 8 verres, et elle pensait rentrer à minuit, et la personne va rentrer à 3 heures du matin, par exemple. Donc, il y a à la fois l'idée de quantité et l'idée de durée. Il y a aussi le fait qu'il existe un désir persistant ou des efforts infructueux pour diminuer ou contrôler l'utilisation de cette substance. C'est-à-dire que la personne s'est déjà dit, ah oh, là j'ai des difficultés, là par exemple ce soir je bois pas. Et pourtant, quand elle va se retrouver sur son canapé, elle va aller vers la consommation. Il y a beaucoup de temps qui est passé à des activités nécessaires pour obtenir la substance. Par exemple, je contacte mon revendeur, je me déplace pour aller chercher le produit à mon revendeur, je reviens, donc il y a un longtemps qui est passé pour obtenir la substance, ou pour se remettre aussi des effets. Par exemple, des personnes qui vont consommer dans un contexte festif et qui vont être obligées de dormir 24 heures en suivant parce que ça a été physiquement trop engageant. Un point important aussi, qu'on cite beaucoup en addicto, c'est le principe du craving, c'est-à-dire c'est une envie impérieuse de consommer. La personne a beau se dire je ne vais pas consommer, je ne consommerai pas, elle en vient à consommer. C'est vraiment une perte de contrôle. Le mot addiction, il est revenu dans le vocabulaire en français. Euh, en passant par l'anglais, mais à la base, c'était un mot français et addict, c'est le principe de l'addiction, c'était vraiment une sorte de punition par le corps, c'est-à-dire on devait engager son corps parce qu'on avait été, on ne pouvait pas rembourser ses dettes, donc on engageait son corps, on passait au service d'eux pour remplacer cette dette-là. Donc il y a vraiment l'idée que, effectivement, on se retrouve malgré l'envie de cesser le comportement, pris par le corps dans quelque chose qui nous empêche qui nous oblige de céder à cette pulsion-là. Bon, il existe une utilisation de la substance malgré les problèmes interpersonnels ou sociaux. Tout ça, on en a parlé. C'est le fait que, justement, au niveau professionnel ou au niveau familial, on nous a déjà fait remarquer que nous avions un problème avec notre consommation ou que, voilà, que l'entourage se soit déjà inquiété. Pareil pour les activités sociales ou occupationnelles ou récréatives aussi qui sont abandonnées ou réduites pour justement pouvoir consommer, et l'utilisation répétée de la substance en situation où cela peut être physiquement dangereux. Donc, par exemple, dans les situations de conduite ou sur des machines dangereuses au niveau professionnel. Et l'utilisation de la substance est poursuivie bien que la personne sache avoir un problème psychologique ou physique persistant ou récurrent, susceptible d'avoir été causé ou d'exacerbé par cette substance. De même que le principe de la tolérance, c'est-à-dire que pour avoir le même effet du produit, la personne va être obligée, du fait de son utilisation régulière, de consommer des plus grandes quantités du produit pour avoir le même effet. Donc, ça veut dire que ça va avoir un impact sur le prix, puisqu'il faudra, pour la personne qui était qui se trouvait assez sous effet avec 1 gramme de cocaïne à un moment, il va falloir qu'elle augmente les doses, donc ça va être plus cher. Et ça va être aussi le fait que, du fait d'avoir augmenté les doses, on va mettre plus de temps, l'intoxication va être plus massive, donc on va mettre plus de temps pour récupérer. Et ensuite, il existe un sevrage caractérisé par l'une ou l'autre des manifestations suivantes. Donc, soit le syndrome de sevrage caractérisé à la substance, soit le glissement sur une autre substance pour contrer ces effets-là. Tout ça, tout ce grand blabla pour vous dire que identifier la dépendance d'une personne et le niveau d'addiction, ça se fait pas juste à un entretien, ça se fait pas juste à la vue. En fait, c'est un processus qui est assez long, qui nécessite un certain nombre d'entretiens et une évaluation qui est quand même assez longue, et ce qui fait que même dans nos interactions au quotidien,
avec certaines personnes, on peut avoir tendance à se dire, ah ben tiens, lui ou elle a un problème d'alcool, ou lui ou ça, il a. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça, en fait. Et il faut vraiment se préserver de ça. On voit que là, le DSM a mis toute une série de questions pour essayer qu'on se situe dans ce qu'on situe un index de sévérité, hein. Euh, Parce qu'en fait, par exemple, sur euh, le sevrage, on peut avoir des gens qui vont être à l'hôpital, avoir un accident, par exemple, je ne sais pas, de voiture, recevoir de fortes doses de morphine, c'est-à-dire avoir une présence très importante de morphine sur une longue période dans le corps. Et quand ils vont sortir de l'hôpital aura mis en place un sevrage. Et ils pouvaient avoir des signes de sevrage, c'est-à-dire un détremblement ou un mal-être important. Mais ça ne signe pas la dépendance, et ça ne signe pas l'addiction. Donc c'est euh, complexe pour poser un diagnostic, et donc complexe aussi pour accompagner. Là, Aurélie, tu nous as beaucoup parlé de substances et on a une question dans le chat par Ouais. rapport non pas à une addiction liée à des produits et pas non plus liée à des pratiques parce qu'au début de la question, j'avais commencé à penser notamment aux jeux. Mais là, en l'occurrence, à plutôt des phénomènes relationnels en lien avec les émotions. Alors, c'est Jean-Eudes qui nous a posé cette question-là. Est-ce qu'on peut aussi parler d'addiction lorsque il s'agit de phénomènes relationnels, donc en lien avec des émotions, par exemple? Je sais pas, Jean-Eudes, si vous voulez peut-être préciser un peu votre question. Oui, je peux essayer de la préciser. Quand on se trouve dans une relation ou dans des relations qui nous procurent un certain nombre de ressentis, d'émotions, qu'elles soient agréables ou moins d'ailleurs parfois, et qu'on a du mal à s'en détacher, alors qu'on sent plus ou moins consciemment que ce serait peut-être quand même bien de réduire un peu, on n'y arrive pas. Est-ce qu'on peut parler d'addiction ou Alors, pas? l'addiction, c'est assez strict, hein. Les critères, on est plutôt sur, alors c'est pas des critères, on est plutôt sur des substances. On a les jeux d'argent, les jeux vidéo. Il y a des discussions sur l'entrée de la pornographie dans les addictions. Mais moi, ce que j'ai l'impression d'entendre dans ce que vous dites, c'est plus ce que mes collègues appellent dépendance affective. Voilà. Mais on ne le rentre pas dans la catégorie des addictions. Mais certains de mes collègues peuvent le rentrer dans les facteurs de vulnérabilité. Des personnes qui ont eu des attachements insécures dans leur enfance vont, effectivement, ça va être un facteur de vulnérabilité et qui peut voilà, rendre plus vulnérable à l'usage de substances. Mais effectivement, la question de la dépendance affective est régulièrement évoquée par mes collègues, mais ça, c'est loin d'être ma spécialité, mais on ne le reconnaît pas comme une addiction. J'ai Oui. une autre, enfin j'ai plein d'autres questions à vrai dire, mais il y en a peut-être qui arriveront que je poserai un peu plus tard parce que je pense au fil du déroulé que tu nous feras, ce sera un peu plus opérant. Néanmoins, la question sur la récupération, alors c'est Ross Bonnet qui nous demande la récupération après les effets d'un produit et la tolérance ne s'opposent-elles pas? La tolérance, c'est entendu comme le fait de être obligé d'augmenter les doses pour avoir le même niveau d'intoxication. Donc, je fais des soirées à 1 gramme de cocaïne. Au bout de X temps, avec cette même quantité, je vais plus ressentir les mêmes effets. Donc, je veux revenir à ce niveau de stimulation qui était tellement excellent au début de ma consommation. Et là, pour ça, je vais être obligé d'en prendre plus. Je vais être obligé de faire des traits, des rails, ça dépend comment vous parlez, plus importants. Et certainement, à la fin de la soirée, j'aurais consommé enfin, une quantité plus importante que ce que je consommais au tout début, où une petite quantité me tenait quand même assez longtemps, avait des effets assez marqués. Et là, c'était l'idée de le comparer au fait de récupérer du produit, des effets du produit. Le fait de récupérer des effets du produit, c'est que c'est fatigant en fait. On peut avoir des consommations souvent la nuit
surtout lorsqu'on a une vie avec un modèle un peu classique, avec travail, ou en tout cas quand on est calé sur le cycle jour-nuit. En général, les consommations ont souvent le soir et la nuit. Et effectivement, plus on consomme, plus ça va être difficile de récupérer. Mais c'est quand même deux notions différentes. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, merci. Ok. Euh, L'idée, je c'était... te laisse continuer Ouais. juste après Aurélie, mais c'est en lien avec ce que Jean-Eudes nous a dit tout à l'heure. C'est Louisa qui nous dit que lors d'un brainstorming sur l'addiction avec des jeunes, ils ont fait le lien entre la scarification et ne pas pouvoir se passer de se faire du mal. Est-ce que là aussi, on peut parler d'addiction? Non, là, en général, non. Ok. On met les TCA, les troubles des conduites alimentaires dans l'addiction, euh, mais pas nécessairement. Après, qu'ils identifient clairement, comme pour les écrans, le fait qu'il y ait une compulsion. Peut-être que c'est là le lien. C'est le fait qu'on y revienne, même si on identifie qu'il y a des éléments qui sont négatifs à revenir à cette consommation, à cette pratique. Et même si, effectivement, c'est très vrai, puisque ce qu'on décrit dans les scarifications, c'est que oui, c'est douloureux, mais oui, ça vient apaiser. Et là, de la même manière, les produits, quand on a perdu l'usage, le contrôle de l'usage, oui, c'est douloureux, mais oui, ça vient apaiser aussi. Donc peut-être qu'ils avaient fait identifier clairement ce mécanisme-là, mais qui n'est pas nécessairement lié à l'addiction, là. Top. Merci. Voilà. Je te propose ouais, de continuer et il y a d'autres questions, je pense, qui arriveront juste après. Voilà, j'avais un peu hésité à mettre cette définition-là de l'addiction parce que ça fait un gros pavé. Mais ce que je voulais, c'était vraiment introduire de la nuance. Euh, Chaque cas est différent. Euh, c'est, il faut se garder de juger. Il faut aller doucement dans l'observation des phénomènes liés à la perte de contrôle de l'usage. Et c'est régi par une certaine série d'éléments qui nous permettent de guider le diagnostic. Et c'était partager ces éléments avec vous. Ça, c'est une autre manière aussi, hein. Là, on glisse un peu vers les produits parce que vous allez voir, on va parler quand même pas mal produits. C'est vraiment l'idée que on peut penser les produits selon trois axes. Donc, l'axe lié à la toxicité, l'axe lié à l'intensité des effets et l'axe lié au risque de dépendance et au caractère addictif des produits. Euh, donc, par exemple, si on prend l'héroïne, qui est en haut à droite, avec le petit rond vert, vous voyez, il y a un fort risque de dépendance, bien documenté. Il y a une intensité des effets qui est vraiment marquée, mais il y a une toxicité pour le corps qui est finalement pas si importante que ça. Donc, on voit comment c'est important de penser quand même selon des entrées produits, parce que tout à l'heure, on était selon une entrée addiction, c'est-à-dire comportement, perte du contrôle de l'usage. Et là, on rebascule sur des dimensions qui sont propres à chaque produit. On n'est plus sur le comportement, on revient sur le P du premier petit dessin en début de présentation. On voit le café qui entraîne finalement peu de dépendance, bien que quand même il ait une dépendance qui soit reconnue, hein, puisque quand on se fait un sevrage au café, on a mal à la tête, on peut avoir des tremblements, l'impression de ne plus comprendre le monde qui nous entoure. Euh, L'intensité des effets, c'est pas trop fort, et la toxicité, elle n'est pas très marquée non plus. On peut voir le cannabis qui entraîne une dépendance modérée avec des intensités pas trop fortes et une toxicité qui est pas trop importante, qui va surtout dépendre, on revient, sur l'âge où le produit est consommé et qui va dépendre aussi du moyen et de la voie d'usage. C'est-à-dire que la voie fumée, c'est la voie la plus rapide en termes d'effet.
La voie injectée, ça arrive en numéro 2. Et ensuite, tout ce qui est ingéré, là, il faut que le foie traite, enfin, qu'il y ait la digestion, que le foie traite. Donc, ça va être plus long. C'est juste pour vous dire que, effectivement, des fois, on a tendance à diaboliser certains produits, et c'est le cas de l'héroïne, hein, qui a un profil addictif très, très, très marqué. Mais on voit qu'en termes de toxicité, c'est pas si important que ça. On voit par exemple que, euh, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre bon, après les amphétamines, la cocaïne euh, est légèrement décalée en termes de dépendance, mais à l'heure actuelle, c'est la cocaïne qui nous pose le plus de problèmes dans nos prises en charge. Euh, Parce que la cocaïne, là, ils ont fait une séparation entre cocaïne et crack, sachant que la cocaïne rendue fumable, c'est du crack, c'est la même chose, c'est la même molécule. Effectivement, quand on a des stéréotypes quand on pense aux drogues, on a tendance à penser que la plus dangereuse, ça va être par exemple l'héroïne, et on voit que sur la toxicité, l'axe de la toxicité, c'est moins important que le tabac, par exemple. Peut-être, alors on a quelques questions, je sais pas si... Ah ben voilà, ben ça va être sur la prochaine diapo, mais comme ça te permet d'avoir en tête les questions. La première sur l'alcool. L'alcool Oui, est donc un dépresseur et pas un oui, stimulant, même non, s'il désinhibe. Du coup, c'est bien oui, c'est ça. C'est un dépresseur du système nerveux central, mais effectivement qui va fonctionner en deux temps. On va avoir un temps qui va être plutôt un peu de stimulation, euh, et puis après une période de sédation. Donc effectivement, c'est un dépresseur central. ça. Ok. Tout à fait. On avait une question aussi sur au bout de combien de temps est-ce que le corps élimine les produits, notamment la cocaïne? Notamment la cocaïne, ça dépend de la voie par laquelle il est consommé. Ça dépend de la voie par laquelle il est consommé. Ça dépend si c'est juste une prise comme ça ou si c'est des prises répétées. Et ça dépend dans quel milieu on va faire la recherche. Est-ce qu'on va faire un test salivaire? Est-ce que ça va être un test sanguin? Est-ce que c'est un contrôle du contenu gastrique? Ça dépend. Et du coup, quand tu disais ça dépend de la fréquence des prises, c'est quoi le lien de causalité? C'est plus t'en prends, plus longtemps ça reste ou c'est l'inverse? Ben oui, par exemple, pour le cannabis, c'est des questions qu'on nous pose très souvent en raison des contrôles routiers, hein. Pour le cannabis, on peut pas donner la même réponse à quelqu'un qui va être un consommateur d'un joint lors d'une soirée, à quelqu'un qui est un consommateur quotidien de cannabis. Il y a un effet cumulatif en fait. Ok. Le corps en a toujours un petit peu. Alors après, c'est un peu particulier pour le cannabis parce que le cannabis, il se stocke en gros dans les graisses du corps. Donc, il reste présent très longtemps dans l'organisme, mais pas dans le sang, par exemple. Donc, ça dépend dans quel milieu on fait la recherche. Ok. En fait, je suis désolée, mais j'ai l'impression de vous répondre. En gros, ça dépend, mais ça dépend. Et tout dépend, en fait. Tout est à prendre. On peut difficilement avoir une réponse. Il faut faire au cas par cas. Il faut dire la personne, quel âge elle a, quel est son sexe, quand a-t-elle consommé la dernière fois, comment elle a consommé. Et des fois, même en fonction des produits associés, ça peut influer aussi. Merci. On avait Luc qui avait du mal à repérer sur le graphique d'avant quelques substances, à savoir champignons, poppers, kétamine et GHB. Eh ben, Poppers, on voit dépendance, elle n'est pas très importante. Intensité, euh, elle est assez importante. La toxicité est pas très marquée. Mais attention, à condition de ne pas le prendre avec des produits rectiles. Il y a un risque de faire un arrêt cardiaque vraiment majeur. Donc, il faut avoir une vision globale. Sinon, l'autre question, c'était quoi? Poppers, champignons, on le voit à côté, c'est un des ronds noirs central. Donc, l'intensité des effets, là aussi, ça va dépendre. Est-ce que c'est des champignons
euh, on va dire pas nouvelle génération, mais est-ce que c'est des truffes ou des Mexicains ou des champignons qui ont des teneurs en principe actifs qui sont très élevées, ou alors est-ce que c'est des champignons de type de psyllo qui poussent classiquement en France, c'est pas les mêmes teneurs qui vont être atteintes. On voit que le risque de dépendance avec les champignons, il est très limité et que la toxicité est peu limitée. Cependant, une personne qui a des troubles psychiatriques type bipolarité ou schizophrénie, c'est un sur-risque de consommer ces produits-là. Ok. Donc là, c'était juste pour le penser un petit peu différemment. Mm. Et, et le GHB, ben là, on avait l'intensité, la dépendance. Moi, je l'aurais pas classé là, mais je pense, enfin, à l'heure actuelle, j'accompagne des gens qui sont dépendants à ce produit-là. Je pense qu'il y a un risque de dépendance qui est plus important que ça, mais c'est pas moi qui ai fait l'étude, donc ils sont peut-être dans le vrai. Et donc, l'intensité des effets est réelle, la toxicité est peu marquée. Cependant, pris avec de l'alcool, il y a un risque de blackout vraiment important. Donc, on voit bien que c'est aussi le contexte de consommation, des produits qui vont être associés concomitamment, euh, qui va modifier aussi l'effet du produit. Et est-ce que le sucre est un produit addictif? Bien. À Bordeaux, on a des spécialistes de la question qui voudraient, oui, placer ça dans. C'est pas psychoactif, c'est pas un psychotrope. Ça marche. Euh, Alors, on a une question sur comment différencier la consommation expérimentale d'une vraie dépendance. Là, peut-être on peut voir un petit peu notamment la grille et pas que tu Voilà, nous as fait exactement. passer tout à l'heure. Exactement. Et l'expérimental, c'est vraiment, j'essaie, je vois si ça me va ou pas. Ah oui, non, mais franchement, le lendemain, j'étais pas bien, ou le soir même, j'ai pas aimé comme je me suis comportée, ou voilà. L'expérimental, c'est vraiment juste En fait, on parle de consommation non pathologique. Ouais, Voilà. ça marche. Après, l'usage à risque, c'est que, OK, je la prends, mais je prends par exemple de l'alcool, mais effectivement, je pars conduire en étant alcoolisé. Donc, il y a une mise voilà, en danger. Et après, on passe dans l'addiction avec un index de sévérité en fonction de l'impact sur la vie quotidienne. Euh, et après, je te laisse Ben, poursuivre. c'est-à-dire qu'il est 18, je commence à m'affoler. Oui, alors simplement, est-ce que avec l'évolution des réseaux sociaux et des jeux vidéo, on observe d'autres formes d'addiction et comment peut-on intervenir tôt sans stigmatiser, mais peut-être que ce sera après quand on va parler de la RDR. Ouais, on va parler un petit peu de l'RDR après. Effectivement, les jeux vidéo, il y a des gens qui sont en train de s'intéresser dessus. Je vous ai parlé de la pornographie aussi. Ça, c'est en cours d'étude. Effectivement, la question de la réduction des risques, nous sommes dans des établissements qui utilisent la réduction des risques justement pour éviter de stigmatiser les personnes. Merci. Vas-y, je te laisse continuer. Et ne vous inquiétez pas s'il y a des questions auxquelles on n'a pas le temps de répondre là, on fera en sorte de vous répondre par un autre biais, ne serait-ce que dans un compte rendu. Enfin voilà, ne vous brimez pas, mais ne soyez pas inquiets si jamais on peut pas répondre à toutes les sollicitations. Là, c'était juste l'idée de vous présenter des données de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, juste sur le principe d'expérimentation. C'est un indicateur qui est intéressant parce qu'il permet de diffuser d'indiquer, enfin, d'illustrer la diffusion d'un produit dans la population. Donc là, on est chez les 11-75, ça, parce qu'on ne s'intéresse pas aux jeux d'argent et de hasard en France. Et on voit que le nombre d'expérimentateurs, il est à 47 millions pour l'alcool, à 37 millions pour le tabac, à 21 millions pour le cannabis, à 3,7 millions pour la cocaïne, 3,2 millions pour la MD et l'ecstasy. C'est deux noms différents, mais c'est la même chose. Et 850 000, pardon, pour l'héroïne. Donc, on voit que les produits qui nous posent
qui sont le plus consommés, c'est donc l'alcool, le tabac et le cannabis. Cependant, on a quand même une montée très nette des consommations de MDMA et de cocaïne. On est plutôt dans des familles de stimulants et vous voyez que autant la ligne bleue de l'héroïne, les consommateurs, depuis nombre de consommateurs depuis 92 reste très stable, autant on a un net décroché sur les consommations de MDMA et de cocaïne. Donc il y a des choses qui bougent très clairement sur les consommations de stimulants. Et nous, on le voit puisqu'on a une claire augmentation des demandes de prise en charge pour des gens qui ont perdu le contrôle de l'usage de la cocaïne, de la MDMA et de la kétamine. On va dire cocaïne et kétamine en tête. Or, héroïne, qui était la majorité des usagers de drogue quand moi j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là. On avait des traitements de substitution. Les centres, c'était des utilisateurs d'héroïne ou de Skénan, avec effectivement de l'alcool aussi et un petit peu de cocaïne, mais c'était presque anecdotique. On n'en est absolument plus là. Les héroïnomanes, les usagers d'héroïne sont vraiment en sous-nombre et l'essentiel de notre file active, c'est des consommateurs de cocaïne, les consommateurs de kétamine, bien que les autres soient aussi présents, hein, mais il y a vraiment une transformation avec un système un peu de balancier et de produits qui prennent le lead sur les autres en termes de fréquence d'usage. Donc moi, je travaille dans un XAPA et dans un CARUD. Un XAPA, c'est un centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Donc nous, on est là pour mener des activités de diagnostic. C'est pour ça que je vous ai mis autant de questionnaires et d'orientation, de prévention et de prise en charge. C'est-à-dire que les gens viennent nous voir pour faire le point et si c'est leur demande, on les accompagne soit autour de la réduction des quantités consommées, soit autour d'un arrêt, soit à court terme, soit à moyen terme, soit pour toute la vie, en fonction de ce qu'est leur demande, sachant qu'ils feront évoluer leur demande en fonction de comment ils se sentent. Je travaille également dans un CARUD. Ça, c'est un accueil plus bas seuil. C'est un centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogue. Donc là, on est sur limiter l'impact des consommations de drogue. Donc on est là pour informer, d'où l'analyse de produits. On est là pour leur permettre d'avoir de l'accès à du matériel de consommation à usage unique, propre et stérile, favoriser l'accès aux droits et aux soins. C'est-à-dire qu'on a une présence d'équipes infirmières, de médecins et on a aussi tout un programme autour de l'alimentation parce qu'on a aussi ces problématiques-là. Donc, on voit que c'est deux niveaux, on va dire, d'engagement qui sont différents. Le CARUT, les gens qui fréquentent ces centres sont, pour certains, pas en demande d'arrêt et on les accompagne sur des versants sociaux, on offre des douches, une possibilité de laver son linge, voilà à la différence du XAPA, où on est déjà plus dans une forme de soin au sens classique du terme, bien qu'on considère que la réduction des risques soit du soin. J'ai parlé de l'accès au matériel, c'est un point très important, hein. Juste pour vous signifier qu'il existe ce qu'on appelle les PES ou la RDR à distance. Donc, le PES, c'est un vieux nom qui disait qui voulait dire point échange seringue. Et l'idée, c'était de pouvoir commander par voie postale le matériel qui est adapté à la consommation, de le recevoir gratuitement en quantité par voie postale pour toutes les personnes qui sont trop éloignées du soin. Parce que nous, on est à Bordeaux, on a 2 CARUD, mais il y a les usagers, ils sont répartis partout dans notre région. Et permettre l'accès à du matériel, c'est une chose vraiment basique dans l'accompagnement des usagers. Donc, on va s'intéresser un peu à ce principe de réduction des risques et des dommages.
Donc, on part du principe que euh, les consommations sont là, la personne consomme, le produit est dans sa vie, euh, et on va essayer de voir avec elle qu'est-ce qu'elle a envie de faire, qu'est-ce qu'elle aimerait changer dans son rapport au produit ou dans son temps passé à consommer du produit ou dans les quantités. Ça, on va déterminer avec elle ce qui est son objectif et on va travailler à essayer de modifier le comportement qui lui pose le plus de problèmes, qui lui pose le plus de problèmes à elle, pas à moi. Donc, on va partir du principe qu'on va diminuer les conséquences sanitaires, sociales et psychologiques sans imposer l'abstinence. Et donc, on va se baser sur plusieurs principes qui sont, un, l'acceptation. Donc, on reconnaît les difficultés ou la réticence temporaire ou durable des personnes à interrompre leur consommation. On a bien à l'esprit que euh, nous ne sommes pas des centres où les personnes qui vont venir euh, auront comme condition d'admission dans nos centres l'obligation de l'abstinence. Pour nous, c'est quelque chose qui est fondamental. Le non-jugement, mais ça, les centres de soins, comme c'est une règle du jeu normalement de base, donc avec une attitude respectueuse, bienveillante et dépourvue de toute moralisation. On va essayer de travailler l'empowerment en valorisant l'expertise des usagers et en partant toujours de leurs demandes et de ce qu'ils sont prêts à faire, des fois de façon très modeste pour modifier ce qui leur pose problème. Donc, par exemple, ça va être, je vais prendre un exemple, mais changer la taille des aiguilles qu'ils utilisent, par exemple. On va dire que la manière dont la personne s'injecte, euh, nous, on a repéré que les aiguilles, on en avait d'autres à lui proposer, d'autres tailles. On va voir si, dans son rituel, le fait de changer la taille de l'aiguille est quelque chose qui est acceptable. Et si oui, on va mettre en place le changement de la taille de l'aiguille, par exemple. Euh, on va permettre l'accessibilité, donc des services facilement accessibles. C'est pour ça qu'on a développé cet envoi de matériel par voie postale. Et puis, on va adapter des interventions avec des réalités de terrain euh, et en associant les personnes qui sont concernées. Par exemple, pour notre intervention en milieu festif, on a des usagers pairs, un usager pair qui fait partie de notre équipe, qui intervient avec nous de façon à ce qu'on ait le discours qui soit le plus juste euh, par rapport à nos interventions. Donc, si on revient, c'est l'acceptation, le non-jugement, l'empowerment, l'accessibilité, le pragmatisme, en visant évidemment euh, jamais l'abstinence si ce n'est pas à la demande de la personne. Et du coup, c'est un peu en lien avec une des questions qu'on a, notamment sur les règles de vie en collectif, puisque là, tous les participants travaillent en résidence sociale, dans le terme générique. Et du coup, il y a des espaces collectifs, et très souvent, on entend dans la réduction des risques le fait d'accepter, en tout cas d'autoriser la consommation d'alcool dans les espaces collectifs. Est-ce que toi, tu peux nous en dire deux mots par rapport à ça? Eh bien, nous avons été confrontés à cette question-là, hein, puisque nos établissements étaient anciens. On avait dans notre règlement intérieur clairement indiqué il n'y avait pas possibilité de consommer de l'alcool sur le lieu de soins. Cependant, ce qu'on observait, nous, en pratique, c'est donc dans le CARU dans lequel j'interviens, il y a un grand hall euh, où les gens se réunissent, discutent, fument, attachent les chiens, voilà. Et après, on rentre dans l'établissement. Et la chasse à l'alcool s'opérait dès euh, l'accès à ce grand hall. Donc, ils arrivaient avec, par exemple, une canette de 8,6, donc 4 doses d'alcool
dans la main et on lui disait non, non, pas d'alcool. Il se retournait, il savait très bien qu'il ne pouvait pas la laisser ou qu'elle ne pouvait pas le laisser sa canette dans un coin parce que la canette allait disparaître. Donc, eh ben, il se descendait d'un seul coup la quantité, la totalité, si la canette venait d'être ouverte, devant nous et il passait la porte de l'établissement. Donc, en tant que centre de soins pour en addicto, on en était rendu à amener les gens à surconsommer, à consommer en plus à l'encontre de toutes les stratégies qu'on peut publiciter, c'est-à-dire d'un seul coup, d'une grande quantité d'alcool sans manger. Et euh, il rentrait dans l'établissement, il passait le temps qu'il devait passer avec nous, mais en gros, en montée d'alcool. Il venait en général pour un rendez-vous, donc ils étaient complètement défoncés pendant l'entretien. Donc on arrivait à quelque chose qui était d'un non-sens pour nous. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé plusieurs axes. Déjà, on a développé un programme alimentaire puisqu'on sait l'impact que peut avoir le fait de boire de l'alcool sans manger en même temps. Donc maintenant, on a tout un programme où les usagers font la cuisine avec des professionnels. Il y a la possibilité de manger des plats, des soupes, des smoothies, des gâteaux tout le temps où ils sont présents sur le centre. Ensuite, on a mis à disposition un frigo. Alors, c'est les professionnels qui prennent les bières ou l'alcool et qui le mettent au frais. Donc, il y a un endroit sécurisé où la personne peut laisser l'alcool. Et ensuite, on a autorisé les consommations à l'intérieur de façon à ce qu'on ne porte plus, n'oblige plus les usagers à absorber une grande quantité d'alcool à un moment où ils ne voulaient absolument pas consommer de cette manière-là. Et par ailleurs, comme ça a assez bien marché dans nos centres, on a fait des partenariats avec des CHRS pour justement mettre en place des consommations d'alcool dans des centres avec la présence de professionnels qui viennent tenir des permanences et des liens particuliers avec les structures qui deviennent structures partenaires. Et alors, un peu dans le même, dans le lien avec ce qu'on vient de dire, à la fois, est-ce qu'il y a un impact, des études, notamment sur l'impact des salles de shoot, et un petit peu dans la continuité de ça, est-ce que le fait de donner accès à certains services, notamment les PES, augmente le nombre de prises ou le nombre de personnes dépendantes? Alors, nous, on ne parle pas trop salles de shoot parce que c'est des salles de consommation, puisqu'on peut aussi y fumer normalement. Donc, c'est halte soins addiction. Oui, parce qu'en fait, la France est très réticente sur cette question-là, mais il faut savoir qu'il y a plein de pays où c'est déjà actif et très bien installé. Donc, on a des résultats très positifs pour des lieux comme ça d'accompagnement de conso. Il faut savoir que euh, ce genre de centre n'est fréquenté euh, majoritairement que par des us. Alors, je ne peux pas faire je peux pas faire une caricature, mais la grande majorité des personnes qui accèdent à ces centres-là euh, sont des gens très précaires qui, normalement, en temps classique, s'injectent en squat, s'injectent dans les toilettes de McDo, s'injectent entre deux voitures, s'injectent dans les parkings, se créent des petits espaces un peu plus protégés, un peu plus safe pour pouvoir mener à bien leur injection. Après, on a quelques personnes aussi euh, plus insérées qui ont le travail, qui viennent juste s'injecter là, si on prend le cas d'injection, au moment d'une pause, mais il faut que la salle soit assez proche de leur travail, par exemple. Donc oui, c'est très bien documenté, on sait que ça a un impact important. On avait une expertise de l'INSERM qui allait en ce sens il y a de nombreuses années et d'autres pays ont continué à développer les salles et on sait que ça a un impact vraiment favorable pour la santé des usagers, voilà, pour le matériel ramassé, pour tout. Et la deuxième question, c'était l'augmentation, c'est-à-dire Soit de est-ce que si personnes dépendantes, soit du nombre de prises si on donne accès à du matériel, à du un matériel ou à matériel, des services. Ouais, c'est ça. ouais.
Ouais. Eh ben oui, je comprends qu'on se pose la question. En fait, ce qu'on voit surtout, c'est que si on ne permet pas l'accès à ce matériel, en fait, les gens vont réutiliser le matériel. Réutiliser le matériel, ça veut dire utiliser des aiguilles émoussées, ça veut dire potentiellement échanger du matériel entre personnes utilisatrices euh, parce que on n'a pas accès à du matériel et qu'on ne peut pas toujours bien désinfecter et javeliser ou nettoyer le matériel qu'on peut utiliser. Donc, ce qu'on voit, c'est que il y a un impact du fait de permettre un impact favorable pour la santé publique, du fait de permettre à des gens d'accéder à du matériel à usage unique et ce n'est pas incitatif puisque de toutes les façons, les personnes consommeraient tout autant, sauf qu'elles consommeraient dans des conditions qui seraient beaucoup plus délétères et qui, in fine, pour la société, hein, auraient un coût encore plus grand. Merci. Euh, Là maintenant, on bascule sur la question des drogues, plus et des substances. Donc là aussi, on repart sur des questions de classification. Donc là, on prend plusieurs classes. La première, c'est la classe des stimulants, c'est-à-dire tout ce qui est excitation avec une augmentation de l'énergie, une accélération du rythme cardiaque, l'impression d'être dans une euphorie, mais aussi avec lorsque les effets cèdent, des descriptions d'états de descente qui sont assez désagréables. Donc ça, c'est la famille, c'est la cocaïne, les amphétamines, les catinones, la méthamphétamine. Si on bascule un peu sur la droite, sur le triangle jaune, on va avoir une série de drogues qu'on appelle entactogènes. Elles vont développer l'impression d'être connectées avec la pensée de l'autre. Elles modifient l'empathie. On a l'impression de comprendre vraiment ce que pense l'autre, avec possiblement après des effets un peu plus négatifs, avec une action sur l'humeur, mais cette grande famille-là, dite entactogène, c'est la MDMA ou l'ecstasy. Si on descend encore un peu, on arrive sur une autre famille, c'est les psychédéliques. Les gens vont parler de tripes, d'une connexion spirituelle. Il y a tous leurs sens qui sont extrêmement modifiés. Ils peuvent percevoir des choses, ils peuvent percevoir la musique, avoir l'impression de sentir des couleurs, enfin des choses où c'est vraiment, on a des formes de distorsion visuelle et sensitive très importantes. Ça, c'est la famille des champignons hallucinogènes, c'est la famille du LSD. Et puis, autre produit, triangle bleu, et il est à côté des psychédéliques, hein, donc il y a quand même des ponts en termes d'effets. Là, c'est les gens qui décrivent l'impression d'être hors du temps, d'être euphorique, d'être un peu flottant, déconnecté. Et là, la drogue phare de cette famille-là, c'est les dissociatifs, c'est la kétamine. Et puis on glisse un peu encore. On a une grande, grande famille, c'est les cannabinoïdes. On va les couper en deux. On va avoir des cannabinoïdes naturels, ils sont issus d'une plante, et puis on va avoir leur version synthétique. Et ça, on verra qu'on a des difficultés particulières. Donc les gens disent qu'ils sont défoncés, qu'ils sont calmes, qu'ils sont un peu en train de flotter, qu'ils peuvent rire facilement, et peuvent avoir aussi un peu d'anxiété. Si on remonte, on a la grande famille des dépresseurs. La famille, justement, c'est là où on retrouve l'alcool. Alors là aussi, on a de nouveau l'idée d'euphorie qui arrive, l'idée de confiance, d'être détendu, d'une augmentation des prises de risque. Et on va retrouver l'alcool, les benzodiazépines. Donc là, on a l'apparition des médicaments. Et puis le GBL, qui est le précurseur du GHB dont on entend souvent parler. Si on remonte, on a encore une autre famille qui est les opioïdes, où les gens ont l'impression d'être à la fois invincibles et très confiants. Euh, Ils n'ont plus mal. C'est pour ça on trouve des médicaments dans cette catégorie-là. Et puis, il y a un sevrage et des surdoses qui sont extrêmement dangereuses. C'est l'héroïne et puis les traitements de substitution aux opiacés, aux opioïdes, la BHD, la buprenorphine au dosage et, euh, et la méthadone. Donc, vous voyez, on peut classer tous les produits qui sont en circulation dans ces grandes familles-là. Pendant longtemps, on avait des gens qui étaient monoproduits. Ils consommaient de l'héroïne. De temps en temps, ils consommaient un peu d'alcool quand il n'y avait plus d'héroïne, hein, ou un peu de benzo quand c'était un peu dur. Mais
on avait des gens qui étaient vraiment centrés produits. Un produit, c'était le produit de leur vie. Et maintenant, ce qu'on a, c'est souvent des gens qui passent d'un produit à l'autre, soit au cours de la soirée. Donc, je commence, je fais un apéro, je bois 2 bières. Après, ben, je vais faire un repas. Là, je prends un rail de coke et après, je pars en club et je vais prendre un demi-extra. Donc, on aura papillonné d'un produit à l'autre. Et on a des gens qui aussi, au cours de leur vie, à un moment, vont être très amateurs de tels produits et puis vont glisser en fonction d'opportunités d'accès sur un autre produit. Donc, on a beaucoup de produits en circulation et des profils d'usage un peu, des stratégies d'usage qui vont se transformer, qui se transforment sans cesse. On nous pose souvent la question de comment on peut parler des effets des produits. Eh bien, les effets des produits, c'est assez difficile en fait, même si on a essayé de les décrire et de dire qu'il y avait des catégories, c'était stimulant et qu'effectivement les effets étaient assez différents de ceux dissociatifs. C'est-à-dire quand on prend la kétamine, on ne ressent pas les mêmes effets que lorsqu'on prend de la cocaïne. Cependant, il faut avoir à l'esprit que les effets, quand on essaie de les décrire, ils vont dépendre de la quantité observée, de la fréquence de consommation, et on revient aussi sur la question de la tolérance, de la durée d'utilisation. Le 1er juin est absolument plus le même en termes d'effet que le 10e le lendemain matin après avoir fait la fête toute la soirée. La voie d'absorption, on en a parlé, si c'est bu, c'est fumé, c'est sniffé, c'est pas du tout les mêmes effets qui vont se mettre, ou en tout cas la même intensité qui va être ressentie. Il y a un point aussi important qu'on appelle le set and setting. Le set and setting, c'est l'état d'esprit, les attentes, à la fois quel est le milieu dans lequel on consomme, qui, lorsqu'on prend des hallucinogènes, est extrêmement déterminant. L'âge, le sexe, très important, l'état médical ou psychiatrique préexistant, et, comme on a pu le dire tout à l'heure, la consommation concomitante d'autres substances. Et avec tout ça, il faut avoir à l'esprit que dans l'imaginaire des drogues, on ne nous vante que la prise et la montée. Mais l'expérience des drogues, c'est une expérience globale et il faut avoir à l'esprit qu'il y a effectivement le moment de la prise, il y a effectivement le moment de la montée, la phase plateau où les effets vont s'exprimer, mais il y a aussi une autre étape qui est importante, qui fait partie intégrante de l'expérience de consommation, qui est la descente. Et c'est une période qui peut être, selon les substances, très désagréable, où certaines personnes vont prendre de nouveau d'autres produits pour contrer les effets de ces substances-là. Donc là, on peut voir que des fois, on prend des produits pour augmenter les effets du produit précédent. Ou alors, on va prendre des effets pour atténuer les effets de la descente du produit qu'on a pris. Des fois, on va prendre des produits pour arriver à tenir longtemps dans la soirée, parce qu'on sait que après la soirée, on va aller faire un after. Donc, euh, quand on fait une évaluation des risques d'une consommation simultanée, il faut qu'on ait à l'esprit les doses prises, l'ordre de prise des substances et l'intervalle de temps entre les différentes prises. Ça, de toutes les façons, vous aurez un diaporama, vous l'aurez dans le diaporama, c'est un document fait par le bus 3132 à Marseille qui met en lumière les risques d'association et d'interaction entre des produits. On a quelques médicaments, mais ça reste essentiellement des produits, des substances psychoactives de type drogue. Il faut aussi avoir à l'esprit que il y a des gens qui administrent des substances à des fins criminelles. Lorsque c'est fait sans que la personne sache qu'elle va consommer le produit, on appelle ça une soumission chimique. Mais aussi, lorsque c'est fait à l'insu de la personne, mais on a aussi toute une catégorie de personnes qui vont être en vulnérabilité chimique, c'est-à-dire qui vont venir chez une personne avec un produit, sommer le produit avec cette personne en pensant qu'on peut faire confiance à la personne et
cette deuxième personne va agresser. Et souvent, les gens ne portent pas plainte parce que des fois, ils ont été d'accord pour consommer le produit. Et des fois, c'est même eux qui ont amené le produit, mais ils restent quand même totalement des victimes. Et c'est souvent très sous-estimé, cette vulnérabilité chimique, alors qu'on parle souvent de soumission chimique. On va passer sur quelques produits, sachant qu'il est 15h45 et que nous devons finir dans 15 minutes et que j'en ai C'est froid dans pour le ça dos. que je me tais un petit peu plus. Donc, ce que on peut dire sur le cannabis à l'heure actuelle, veuillez m'excuser, c'est qu'il y a une claire augmentation des teneurs des produits en circulation. C'est-à-dire qu'il y a une quinzaine d'années, on avait des produits à 5% de THC, qui est le cannabinoïde qui défonce dans la plante. Et à l'heure actuelle, que ce soit les fleurs, les résines ou les liquides, les produits qui sont mis en circulation ont des teneurs qui sont bien trop hautes pour un cerveau humain. Des produits qui sont trop forts. Notamment pour des cerveaux d'adolescents qui sont en construction et qui sont en phase vraiment où les apprentissages sont essentiels. Donc, on a un marché qui est très florissant. Le Maroc reste un grand pays producteur. L'Espagne reste un pays central à la fois parce qu'elle est pays producteur et à la fois parce qu'elle sert dans le transit pour faire remonter les pays du Maroc. Mais il faut savoir aussi que le changement de réglementation aux États-Unis a fait que les producteurs ont produit beaucoup plus que ce que le marché national pouvait absorber. Et donc, on a des herbes californiennes sur le marché illicite français parce que les vendeurs américains, alors souvent, c'est des vols qui ont lieu dans leurs entrepôts, mais il y a, il y a un marché qui est extrêmement important, sachant qu'en plus, il y a une pratique en France d'autoculture qu'il ne faut pas oublier aussi. Une plante de cannabis, donc on a majoritairement à l'heure actuelle la présence d'herbes, mais on a aussi des formes de résines, des résines avec des fois des taux de concentration en THC qui sont vraiment extrêmement importants, qui peuvent dépasser les 30 ou voire les 40%, et qui peuvent même atteindre des taux encore plus élevés. On n'est plus sur des résines, on est sur des systèmes d'extraction où on a des sortes qu'on appelle des wax. C'est comme, on dirait presque du miel et qui va être fumé avec des teneurs en THC qui sont extrêmement élevées. Là, à gauche, vous avez une cigarette électronique avec 97,2% de THC, ce qui est absolument énorme. Et le reste, c'est du CBD. La difficulté qu'on a aussi, c'est que on a on a du cannabis qui est issu de la plante et on a toute une nouvelle génération de produits qui sont des cannabinoïdes semi-synthétiques ou complètement de synthèse, on en parlera, qui sont vendus dans des CBD shops où les gens pensent des fois à acheter du CBD, se retrouvent avec des produits qui contiennent des substances qui sont effectivement issues, présentes en très petite quantité dans la plante, mais qui vont être synthétisées, concentrées et vendues des fois saupoudrées sur des têtes d'herbes de CBD, de façon à permettre à des gens qui connaissent la réglementation et donc l'interdiction de consommation de cannabis à teneur en THC, ce qui peut amener à des hospitalisations ou à des surdosages qui sont extrêmement problématiques, ce qui était encore le cas la semaine dernière. Ça, c'est juste un petit focus pour dire que on a une présentation très positive du CBD avec des arguments santé ou en tout cas bien-être autour du CBD. Là, c'est une liste de tous les produits, tous les médicaments qui ne doivent pas être utilisés lorsqu'on consomme. Non,
tous les produits qui ne doivent pas être utilisés avec du CBD, parce que le CBD a été vendu dans des CBD shops, alors que c'est certainement un produit qui aurait mérité d'être vendu dans des pharmacies de façon à contrôler les interactions avec les médicaments prescrits, parce qu'il y a de fortes interactions entre ce produit et des médicaments. Autre produit qui nous pose de grosses difficultés en ce moment, c'est la cocaïne. Donc, on en a parlé avec une impression de pouvoir tout faire plus vite et mieux, avec une baisse très significative de la faim, voire de la douleur, avec une accélération de la pensée. Et ce qu'on a à l'heure actuelle, exactement de la même manière qu'avec le THC et le cannabis, c'est des teneurs élevées en cocaïne, hein, avec des fois même plus aucun produit de coupe. On a des cocaïnes qui sont à 90% en termes de teneur, ce qui va avoir un impact, hein, en risque aigu, parce que lorsqu'on consomme un produit très fort, des fois certains usagers qui pourtant ont l'habitude de consommer viennent nous voir au laboratoire en nous disant il y a un problème avec cette cocaïne, elle est juste très dosée. Donc, ils ont des effets cardiaques qui sont extrêmement désagréables, qu'ils imputent à un produit de coupe qui est en fait juste imputable à la qualité extrêmement pure du produit. Il y a une transformation dans les unités de vente aussi. Pendant longtemps, il fallait acheter 1 gramme ou un demi-gramme. Maintenant, c'est vraiment, vous avez 5 euros, vous avez 10 euros, vous pouvez acheter une petite quantité de cocaïne qui va vous permettre, si vous la fumez, de la baser, donc de la transformer en crack. Les prix, là, j'ai mis entre 50 et 70, mais en ce moment, je trouve des cocaïnes à 40 euros le gramme, entre 40 et 50 euros le gramme. Il y a une forte disponibilité. On voit à la composition qu'il y a plusieurs qualités de cocaïne, en tout cas plusieurs types de cocaïne qui coexistent sur le marché bordelais et le marché de Nouvelle-Aquitaine en même temps, ce qui signifie qu'on a de nombreux réseaux qui approvisionnent avec des cocaïnes de qualité différentes, de types différents, de profils pharmacologiques différents. Et on voit un très net marketing. Vous voyez les emballages avec les Bart Simpson ou avec des personnages de manga. En fait, ils reçoivent, quand on achète sa cocaïne, on peut recevoir directement la jolie petite boîte. Et des fois, et même, il y a le QR code sur la boîte qui permet de retrouver, de rentrer sur la plateforme de vente du revendeur. Et vous voyez le prix là. C'est des menus avec des livraisons en meet-up, ou même livraison et meet-up, les deux. Et vous voyez des qualités, écailles de poisson, 1,60 g et 10 grammes, 440. En bas, je vous ai mis des dispositifs qu'on distribue, comme le kit base, qui permet de fumer avec des embouts propres, puisque lorsque les gens consomment de la cocaïne, il y a une forte compulsion. C'est un psychostimulant. Les gens vont répéter la consommation très régulièrement. Si vous voulez, l'héroïne, on pouvait avoir une prise peut-être un peu plus espacée. Pour les injecteurs ou les sniffeurs ou même les baseurs de cocaïne, le geste va être très répétitif. Donc, ça veut dire que les injections vont être rapprochées et vont être en quantité. Ça veut dire aussi que certaines personnes qui fument du crack ou de la cocaïne dite basée vont répéter le geste, répéter le geste, répéter le geste. Donc, le matériel qui sert à consommer est vraiment important. Nous, ce qu'on leur permet d'accéder, c'est avec des embouts un peu souples qui permettent de ne pas se brûler trop la bouche. Voilà, on essaie un peu en tout cas, le matériel soit le moins contaminant possible et vienne pas aggraver par des brûlures leur état sanitaire. Aurélie, il nous reste 5 minutes seulement. Je suis désolée. Et moi, je suis désolée, je me suis emballée. Au début, je suis allée trop lentement alors que vous intéressé, c'était ça, c'était les produits. Euh, Juste un petit focus sur la MDMA.
Donc la MDMA, l'ecstasy, c'est la même chose. La MDMA, elle est arrivée sur le marché des drogues avec le nom d'ecstasy, c'est-à-dire des comprimés. Et puis, elle est, s'est transformée et elle est revenue sur le marché des drogues sous une forme cristal. Et là, elle s'appelait MDMA, elle s'appelait plus Ecstasy. Et puis après, la forme comprimée est revenue. Donc là, je vous ai mis quelques comprimés, par exemple Monster ou Pharaon, que les gens vont consommer. Et, euh, et qui est un produit qui est plutôt dans la catégorie des stimulants, mais antactogène, on l'a vu tout à l'heure, et développe des propriétés hallucinogènes lorsqu'il est pris en forte dose. Donc ça devient un produit à plusieurs effets, si on peut dire. Donc la durée des effets, c'est entre 5 et 6 heures, on va dire, donc ce qui peut être extrêmement intéressant parce que ça veut dire que pour des personnes avec 10 euros, c'est le prix vraiment unité. Mais dès que vous en achetez un peu plus, vous pouvez l'avoir à 4 euros. Ça veut dire que vous pouvez faire une nuit entière avec un produit qui coûte même pas le prix d'un verre d'alcool. Donc, il faut le penser en termes d'économie. C'est extrêmement euh, intéressant pour les gens qui font la fête. Nous, le problème qu'on a, c'est que là aussi, les comprimés ont des teneurs trop élevées, les comprimés ont des grosses masses, donc ça veut dire qu'il va avoir une forte quantité de MDMA qui est absorbée par les individus qui en consomment. Et nous, on invite systématiquement à couper les comprimés en quatre à l'heure actuelle, notamment lorsqu'on est une fille, parce qu'il y a une sensibilité plus marquée pour les filles. Le protoxyde d'azote aussi, c'était un produit qu'on voyait sous forme de euh, petites bonbonnes parce qu'on faisait tous de la chantilly. Voilà. On l'avait vu un petit peu dans les free parties et avant le confinement, on a eu une montée en puissance du recours de cette substance. Hein. Donc des gens qui vont en prendre pour rechercher un peu une sorte d'étourdissement, rigoler énormément et dans un cadre souvent où le ballon peut tourner d'une personne à l'autre ou voilà, dans un cadre de souvent des consommations en groupe. Et là, le problème qu'on a, c'est que des gens qui vont consommer en quantité, qui vont faire beaucoup de ballons dans une soirée et qui vont avoir des atteintes avec des atteintes neurologiques ou alors qui vont être vraiment gravissimes, qui vont conduire sous emprise du produit. Et il faut savoir que souvent, quand ça c'est trop consommé, les gens vont tomber dans les pommes, donc ils tombent dans les pommes, ils perdent conscience en conduisant, donc il y a des accidents. Et on essaie de sensibiliser là, à l'heure actuelle sur les risques liés à la consommation de protoxyde d'azote qui va toucher souvent des très jeunes, des gens qui des fois ne consomment pas d'alcool parce que c'est un interdit culturel ou religieux et qui vont des fois avoir une consommation vraiment isolée et qui va passer vraiment sous les radars de la détection de la consommation. Un petit topo aussi sur la kétamine. C'est un dissociatif qui est utilisé en médecine, qui est utilisé à la fois pour lorsqu'on fait des anesthésies, et pas toujours, mais souvent, et à la fois pour le traitement de dépression résistante. Mais nous, on est dans un usage détourné pour les gens qui l'utilisent à visée récréative. Et donc là aussi, on va avoir un impact sur la sphère urogénitale extrêmement marqué. C'est un produit qui, là, à la différence de la MDMA, de l'ecstasy, qui s'avale, ça, c'est un produit qui va se sniffer. Et là, vous avez ces petits cristaux qui sont de la kétamine qu'on appelle needle. Il est 16 heures, j'entends. Ouais. Désolée, C'est désolée, moi. j'ai bien conscience que nous allons créer un petit peu de frustration avec cette fin un peu brutale. Désolée, on a de toute façon vos questions.
Donc on va tâcher d'y répondre du mieux possible et voir comment est-ce qu'on peut poursuivre les réflexions pour terminer la présentation qu'on n'a pas pu vous faire jusqu'à la fin. Désolée Aurélie de te couper C'est moi que comme ça. je me suis lancée au début dans Et trop d'explications, je crois. mais je pense que tout le monde était très intéressé, donc on n'a pas voulu non plus te presser plus que ça. Merci à toutes et tous pour votre présence et votre participation, et je vous dis du coup à très bientôt pour poursuivre les échanges. Bonne fin de journée à tous. Merci.